Plusieurs pays aujourd'hui font face à certaines désinformations, mais aussi ruptures diplomatiques, sans oublier des blocages financiers. Lorsqu'on dit certains pays, il s'agit évidemment du Mali et du Burkina Faso. Les pays du Sahel sont-ils aujourd'hui victimes de pression? Eh bien, on en parle avec pour prétexte la décision du Danemark ce 26 août 2024 de fermer ses ambassades du côté de Ouagadougou, mais aussi du côté de Bamako. Les raisons évoquées sont simples. Ces différents pays sont tenus par des militaires, ce qui renforce l'insécurité entre ces pays et le Danemark, mais aussi jette le flou sur la diplomatie du Mali et du Burkina Faso. Comment comprendre de tels agissements? Plusieurs mois pour le Burkina Faso et plusieurs années pour le Mali après l'arrivée de ces militaires, justement. Eh bien, on en parle avec le directeur de publication et analyste sur les plateaux de For You Média Africain. On le connaît assez bien. Dans notre studio radio, nous sommes habitués à le recevoir. André-Christelle Fanga est là avec nous. Bonsoir et bienvenue. Madone Begoudé, merci pour l'invitation. Bonsoir. Bonsoir à l'équipe technique, conduite de main de maître par M. Kelly. Bonsoir à tous les millions, n'est-ce pas, de télé-auditeurs, radio, voilà. Oui. Voilà, Facebook. Vous avez dit télé-auditeurs, ça suffit. Voilà. Oui. Donc, tous ceux qui nous regardent partout sur toutes les plateformes de For You Africa Media. Bonsoir particulier, n'est-ce pas, à ces fan clubs de la fangatisation qui se sont créés un peu de partout, n'est-ce pas, sur tous les territoires aujourd'hui, que ce soit en RDC, que ce soit en RCA, que ce soit au Tchad, que ce soit sur tous ces pays d'Afrique. Donc, je suis fier. Merci pour ce soutien que vous m'apportez au quotidien. Et j'essaierai davantage, n'est-ce pas, d'éclairer la lanterne des Africains sur certains sujets dont vous avez bien voulu mettre à l'ordre du jour. Merci pour votre présence, André-Christelle Fanga. Vous ne vous êtes pas prêté à votre traditionnel bonsoir. Que se passe-t-il? Non, rien ne se passe. C'est que le bonsoir, c'est au président Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PUS. J'attendais justement, si vous allez vous rappeler, que c'est un traditionnel bonsoir parce que des brillants Africains comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez comment le PDG de Telegram est muselé. Oui. Vous voyez que le président Serge Espoir Matomba est dans cette trempe-là des hommes, n'est-ce pas, des jeunes surtout, qui investissent pour le bien-être, n'est-ce pas, des Africains en apportant des médias pour justement la solution média. Vous savez que la guerre n'est pas seulement une guerre des armes, une guerre biologique ou bien une guerre économique. Il y a aussi la guerre de la communication qui est même d'abord la première des guerres. Et aujourd'hui, apporter des solutions concrètes, n'est-ce pas, pour le développement de l'Afrique, comme le président Serge Espoir Matomba, véritablement, c'est quelqu'un à saluer et toujours continuer à saluer et l'encourager dans cette logique-là. C'est aussi un homme politique, premier secrétaire du PUS, n'est-ce pas, qui, justement, est sur le terrain pour les opérations d'inscription, n'est-ce pas, en fait, de l'élargissement de son fichier adhérent de son parti. Donc, nous soutenons véritablement cette initiative-là de terrain, sachant que le Cameroun a un virage extrêmement important, parce que nous allons aborder 2025, c'est maintenant. On ne va pas dire que c'est demain. C'est maintenant, et c'est maintenant que ça se prépare. Il ne faut pas que ceux qui passent par d'autres voies ne soient pas surpris de voir les résultats demain. Parce que quand le président Serge Espoir Matomba est sur le terrain aujourd'hui, on ne voit pas. C'est quand demain il y aura les résultats que les gens vont commencer à se crier à l'arbitraire et tout le reste, alors qu'il a pris du temps pour commencer à travailler. Donc, bonsoir à vous, monsieur le premier secrétaire du PUS. Bonsoir à vous, monsieur le président directeur général de For You Africa. Et on n'oublie pas grand conseiller. Le grand conseiller, n'est-ce pas, à la mairie de la ville de Douala. De la 4e. Non, d'abord, grand conseiller à la ville de Douala. Et conseiller municipal. Et conseiller municipal à Douala-Bonabéry, Douala 4e. Voilà. Merci, André-Christelle Fanga. Eh bien, avec... Qui est logiquement candidat à l'élection présidentielle parce qu'il a des élus. Oui, par exemple. Le parti se prononcera dans quelques temps, en tout cas. Merci à Kelly qui est à la mise en onde de ce programme et il nous permet d'ailleurs d'avoir notre traditionnelle transition avant de démarrer les échanges sur ce qui a été annoncé tout à l'heure. Regard panafricain, en tout cas, a démarré.
Commençons, André-Christelle Fanga, en parlant déjà de désinformation. Eh bien, le Mali, une fois de plus, frappe la main sur la table. Le Mali, le pays, n'est-ce pas, d'Assimi Goïta, le pays d'Abdoulaye Diop ou encore Abdoulaye Maïga, ce pays où habituellement la réaction ne se fait pas attendre. Il s'agit cette fois-ci d'une réaction du gouvernement aux différentes informations et aux différents commentaires qui ont été faits sur la chaîne française LCI. Celle-ci revenait sur des attaques qui ont été perpétrées au Mali contre les forces armées maliennes, mais mettaient en cause justement les forces armées maliennes et les instructeurs russes sur le territoire malien. Le Mali a décidé de la suspension pour 2 mois de cette chaîne sur son territoire, une énième suspension d'une chaîne française, André-Christelle Fanga. Depuis le temps, qu'est-ce que cela a changé ? Ben, je crois qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans mes propos introductifs, quand je présentais, ou bien je saluais le président Serge Espoir Matomba par rapport, n'est-ce pas, à la guerre médiatique, vous voyez que la guerre médiatique aujourd'hui est d'une importance capitale. C'est-à-dire, la désinformation fait partie, n'est-ce pas, des armes de ce monde unipolaire qui veut continuer à dominer le monde. Et je vous ai pris l'exemple du PDG de Telegram aujourd'hui qui est dans cette logique aussi. Donc, vous comprenez que la suspension d'un média a toujours une portée extrêmement importante parce que quand vous n'émettez plus dans un pays, dans un territoire, même si c'est pour un bout de temps, n'est-ce pas, ça freine votre audimat et ça réduit aussi les contrats publicitaires. Et je pense qu'aujourd'hui, ça réduit aussi, n'est-ce pas, les armes, les artifices, n'est-ce pas, utilisés par le monde unipolaire, c'est-à-dire la France, les États-Unis et tout le reste là. Donc, c'est un instrument extrêmement important. Et à chaque fois que vous subissez, n'est-ce pas, de ces suspensions-là, ça démontre aussi, n'est-ce pas, qu'il y a du répondant en face. Parce qu'en réalité, hier, on n'était pas habitué à ce genre de position, à ce genre d'intervention. Hier, on était tous abreuvés à RFI, France 24 et tout le reste là. Peu importe ce qu'ils disaient sur nos pays, nos différents États, personne n'a, d'ailleurs même ils en disent beaucoup de choses sur certains États, mais qui ne peuvent pas réagir de la même façon comme ceux du Mali aujourd'hui. Donc vous voyez que la réaction est prompte dès que il y a une désinformation, dès qu'il y a des mensonges, d'ailleurs que c'est l'empire du mensonge, donc ils ne peuvent que raconter des balivernes et des mensonges au quotidien concernant certains pays africains. Donc c'est une réaction extrêmement importante, c'est des décisions extrêmement importantes de suspendre ces médias-là qui ont longtemps éradiqué le continent africain de plein de mensonges, de contre-vérités, des choses qui n'y existaient pas. Et il fallait qu'un de ces 4, on leur dise arrêtez un peu, parce que si on les suspend pour 1 ou 2, n'est-ce pas, 2 mois, c'est déjà extrêmement... Et pourquoi ne pas les suspendre même jusqu'à vina aeterna? Et André-Christelle Fanga, on parle aujourd'hui de désinformation, mais est-ce qu'on est sûr et certain, par exemple, que les pouvoirs aujourd'hui, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger, ont la certitude que ces différents médias sont réellement écoutés sur leur territoire, ou alors ces informations peuvent encore influer sur le psychique et la façon de voir des peuples de l'AES aujourd'hui? Madame, on ne néglige pas une décision. On ne néglige pas, comment l'expliquer, on ne néglige pas les petits pas. Parce que même si c'est seulement 2 ou 3, sachez que dans la communication, il y a des groupes d'intérêt qui se mettent ensemble pour justement, par exemple, écouter, n'est-ce pas, ou bien à chaque fois peut-être ce que LCI a dit, ou bien ce que France 24 a dit, ce que RFI a dit, couper ces bouts, n'est-ce pas, concernant peut-être un État et le ventiler dans les réseaux sociaux, dans les différentes plateformes et tout ça. Et donc, la communication continue. Donc, en dehors de ce que LCI a dit, par exemple, ou bien lors d'un débat, ou bien lors d'un journal, lors d'un flash, n'est-ce pas, il y a des gens qui sont, n'est-ce pas, là derrière, il y a toute une machine, une batterie qui se met en place pour justement davantage amplifier les amplificateurs de l'information pour justement, n'est-ce pas, faire le lavage de cerveau. Parce que vous allez retrouver, rappelez-vous bien, il y a à un certain moment, à un certain temps, il y avait un narratif, on a suivi à RFI, on a suivi à France 24, on a suivi à... Vous voyez un peu, à une époque,
c'était ça. Une façon de dire que c'est ce nom-là qui rendait l'information authentique. Authentique, exactement. Donc, on pensait que c'est quand ça vient de RFI, quand ça vient de France 24, quand ça vient de tous ces médias mainstream-là que c'est la vérité. Aujourd'hui, le narratif a changé n'est-ce pas, de camp. Aujourd'hui, on sait que For You Media est là pour justement informer les Africains sur plusieurs dossiers extrêmement importants, sur certains sujets. Et ça devient crédible. En fait, il y a déjà un contre-pouvoir. Les pouvoirs se neutralisent. Aujourd'hui, dans la communication, les différents médias, on commence à neutraliser, n'est-ce pas, cette information nocive et corrosive, n'est-ce pas, venue du monde unipolaire, venue de l'Occident, grâce, n'est-ce pas, à la force, n'est-ce pas, des Africains qui ont décidé justement de dire, nous allons faire le contrepoids de ça. Et donc, vous pouvez arriver à certains endroits, vous écoutez, j'ai écouté à For You. For You a dit ceci le matin. Au journal de tel, on a dit ceci. Au débat de tel, j'ai écouté ceci. Et voici, et vous voyez comment l'information n'est-ce pas, se relaie jusqu'à atteindre les cibles. Donc, nous ne devons pas négliger, n'est-ce pas, ces suspensions-là. Nous ne devons pas négliger l'apport, n'est-ce pas, ou bien la capacité de nuisance de ces médias-là qui ont construit la pensée de plusieurs, n'est-ce pas, aujourd'hui. D'ailleurs, même jusqu'à présent, beaucoup n'arrivent pas à se débarrasser, n'est-ce pas, de ce construit-là aujourd'hui. Ils continuent à vivre, n'est-ce pas, des informations venues de l'Occident. C'est-à-dire, il a vu à France 24, il a vu à LCI, il a entendu RFI, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des médias, n'est-ce pas, capables, n'est-ce pas, de donner la bonne information. Et ça, l'une des choses, permettez-moi de profiter de l'occasion, de rappeler, n'est-ce pas, à nos dirigeants africains que voilà le bon moment pour soutenir des médias panafricains, des médias qui communiquent pour le bien-être de l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils prennent position rien que pour le bien-être de l'Afrique. C'est-à-dire, nous ne sommes plus là au niveau où on doit supplier RFI de venir faire une interview ou France 24. Non. For You Media est là. Que si vous voulez la radio, il y a la radio. Si vous voulez la télévision, il y a la télévision. Et qui est écouté et suivi, n'est-ce pas, un peu de partout dans le monde aujourd'hui. Donc, votre information va atteindre les cibles, n'est-ce pas, recherchées. Et je pense que c'est ce que nous recherchons chez nous en Afrique, c'est-à-dire communiquer pour l'Afrique, pour les Africains, et pour le reste du monde. Et si nous réussissons cet objectif-là, alors nous avons gagné la première partie de la bataille, c'est-à-dire la bataille de la communication qui est d'une importance capitale. Donc, chers dirigeants, chers leaders, chères personnalités, n'est-ce pas, de notre Afrique, pensez à apporter vos soutiens, n'est-ce pas, à ces médias-là qui travaillent pour le bien-être de l'Afrique. Mettez tous les moyens, organisez-vous comme vous voulez, n'est-ce pas, pourvu que For You Media puisse atteindre, n'est-ce pas, les objectifs qui se sont fixés. Permettez-moi de prêcher pour For You Media. Je ne parle pas des autres parce que je suis sur vos antennes, mais les autres aussi en ont besoin. Et on peut davantage dire que l'Afrique aujourd'hui a compris que la bataille aussi, elle est d'abord communicationnelle. Et cette communication-là, il faut davantage, n'est-ce pas, mettre des moyens pour justement contrecarrer les informations venues de l'Occident. Un grand bravo encore au président Serge Espoir Matomba. Merci André Christelle Fanga. Mais alors l'une des interrogations était tout à l'heure, depuis le temps avec les suspensions, que ce soit contre, enfin de toutes les façons il s'agit de médias français la plupart du temps, des médias américains aussi. Depuis le temps, qu'est-ce que cela a réellement changé? Est-ce que la transition est d'autant plus forte? Est-ce que les peuples sont encore plus rapprochés je vais dire, de leurs dirigeants? Est-ce que les peuples semble voir dans la bonne direction en ce moment? Que diriez-vous, vous, André Christelle Fanga, à la suite de telles décisions? On pourrait se demander aussi, est-ce que le Mali en est encore là? Je pense que c'est négliger, n'est-ce pas, ce que ces suspensions ont apporté au peuple malien. Ça veut dire que nous ne mesurons pas la portée de ces suspensions-là. Nous savons tous que les peuples aujourd'hui ont compris. Et ça, sans vous mentir, grâce aux médias panafricains aussi. Parce que ça a permis, si les médias mainstream sont suspendus,
ça veut dire qu'il y a une communication autre, n'est-ce pas, qui se passe. Les télévisions nationaux, n'est-ce pas, travaillent aujourd'hui, c'est-à-dire la télévision malienne, la télévision burkinabé et nigérienne aujourd'hui, travaillent aujourd'hui, n'est-ce pas, d'arrache-pied davantage pour mieux communiquer et pour mieux travailler, n'est-ce pas, avec que ce soit les populations et les autorités de transition. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a des communications, n'est-ce pas, et qui sont relayées dans d'autres médias aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça donne plus de valeur maintenant aux médias d'abord nationaux. Et d'ailleurs, et maintenant, plus maintenant les médias, n'est-ce pas, panafricains, qui sont justement en train d'éradiquer toute l'Afrique. Malgré que, pour que nous ayons la bonne information, n'est-ce pas, je parle là des médias panafricains, il faut aller chercher auprès de... Alors que normalement, nous devons avoir, par exemple, dans ces pays de l'AES, n'est-ce pas, des correspondants permanents, justement, dans ces territoires-là, pour mieux davantage communiquer. Ce n'est pas parce que Forum Média manque des gens qui peuvent être permanents, n'est-ce pas, dans ces côtés-là. C'est aussi des ouvertures pour dire que non, messieurs, n'est-ce pas, comme vous êtes un média panafricain, nous vous donnons telle opportunité, n'est-ce pas, qu'à chaque fois qu'il y a une communication, que ce soit gouvernementale, que ce soit des sorties et de tout le reste, des membres de l'AES, ou bien des reportages, ou bien des choses, voilà, n'est-ce pas, des dispositions que nous prenons pour que vous puissiez davantage relayer nos actions sur, n'est-ce pas, sur l'Afrique et au reste du monde. Ça devient un élément extrêmement important et ça aide davantage à construire, n'est-ce pas, ce que nous voulons, c'est-à-dire ce panafricanisme-là que nous voulons, cette unité, n'est-ce pas, politique, économique et communicationnelle de l'Afrique. Et je voudrais vous rappeler que pour que l'Union européenne devienne l'Union européenne, il a fallu le concours de Euronews. Vous voyez, donc la communication a joué un rôle extrêmement important. Parce que Euronews était devenu le média, n'est-ce pas, de l'Europe. C'est lui qui apportait, n'est-ce pas, qui éradiquait, n'est-ce pas, le reste du monde des informations de l'Europe. Et donc, ça les a permis, n'est-ce pas, de former, de devenir cette union, n'est-ce pas, économique qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Donc, ça a été un élément important pour cette unité-là. Donc, vous voyez que le rôle du média a toujours été fédérateur. Et ça, aujourd'hui, nous pouvons dire que ces médias-là, l'apport, n'est-ce pas, des suspensions permet de renforcer davantage, n'est-ce pas, la capacité, n'est-ce pas, de communication des médias locaux et aussi des médias panafricains. Et donc, ça permet de rapprocher les peuples, ça permet de rapprocher les dirigeants, ça permet de rapprocher, en fait, de consolider, n'est-ce pas, les efforts quotidiens de toutes ces masses de population, de toutes ces autorités et de toutes ces personnes-là pour justement lutter contre l'impérialisme dont c'est notre adversaire principal aujourd'hui, c'est-à-dire ces impérialistes-là, ces capitalistes qui veulent absolument diviser pour mieux régner, même au travers des fausses communications. Merci André Christelle Fonga. Mais alors, niveau communication, avant de parler des différentes pressions, car on va y arriver, que vivent aujourd'hui les pays comme le Mali et le Burkina Faso, en termes de communication, est-ce que ces différents pays communiquent comme il le faudrait, ou alors où il le faudrait, à la fréquence à laquelle il le faudrait, ou alors prêteriez-vous également une sorte de bénéfice du doute, ou alors une petite pédale douce du fait que ce soit des hommes en tenue, que ce soit des militaires qui sont à la tête de ces différents pays? Je pense qu'ils communiquent à leur niveau. Comment cela, à leur niveau? C'est-à-dire, quand vous regardez les agissements ou bien la communication, n'est-ce pas, de l'État malien, de l'État burkinabé, l'État nigérien aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est d'eux qu'on parle principalement. Ils communiquent à leur façon, ils communiquent selon l'importance, n'est-ce pas, de leur combat. Parce que n'oubliez pas que le combat principal de ces États de l'AES, c'est contre le terrorisme, en fait, pour la sécurité de leurs États. Parce que quand on parle de sécurité, c'est plus large. Parce que les problèmes de sécurité ne sont pas seulement les problèmes de djihadistes terroristes. Le problème de sécurité aussi, le cyberespace, la communication, l'économie et tous ces différents éléments-là. Donc, ils essayent de communiquer selon les défis qu'ils ont au-devant d'eux.
Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons que leur apporter, n'est-ce pas, ce petit élément, d'ailleurs, que je vous ai pris tout à l'heure, dans mes premiers propos, n'est-ce pas, en disant que non, ils devaient normalement avoir des médias panafricains qui devaient les accompagner, n'est-ce pas, dans leur communication, c'est-à-dire avoir des consultants ou bien des journalistes, n'est-ce pas, reporters sur place, n'est-ce pas, qui relaient au quotidien leurs informations, qui relaient, n'est-ce pas, les besoins et tout ça, toutes les actions qui sont menées. Et ça va donner plus de crédibilité, ça va donner plus d'envergure à ce combat-là. Parce que vous savez, le combat que ces gens mènent est un peu, ça fait comme si c'est réducteur parce que c'est comme si ça ne concernait que l'État malien, l'État burkinabé, l'État nigérien. Il n'y a pas une grande portée en termes de communication? Non, il n'y a pas une très grande portée en termes de communication parce que c'est les médias locaux, en fait, les médias nationaux qui portent, n'est-ce pas, cette communication-là. Et vous voyez que quand la télévision malienne communique pour le Mali, la télévision nigérienne communique pour le Niger, la télévision du Faso communique pour le Faso. Vous voyez un peu, ça s'y construit. Alors que nous, quand nous pensons plus globalement à l'Afrique et dans le combat que ces gens mènent de souveraineté, de sécurité, n'est-ce pas, concerne tous les pays africains, la plupart des pays africains. Donc, normalement, leur exemple, n'est-ce pas, devait servir, n'est-ce pas, de construire, vous voyez un peu, pour tout le reste de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il fallait que les actions menées, par exemple, au nord du Mali, n'est-ce pas, puissent faire l'objet des reportages, l'objet de débats, n'est-ce pas, même étant sur place. Que For You, par exemple, organise un débat, n'est-ce pas, à Tombouctou, à Kidal, à Toazouani, n'est-ce pas, avant peut-être de revenir à Bamako. Vous voyez un peu, quand c'est les autorités eux-mêmes, n'est-ce pas, ou bien certains Maliens, ou bien Nigériens, ou bien Burkinabés, qui communiquent eux-mêmes sur une chaîne panafricaine, étant sur le terrain, ça a plus de portée, n'est-ce pas, que nous qui faisons des analyses parce que peut-être on nous a appelé ou bien on nous a donné telle information que voici comment ça s'est fait, voici comment ça s'est passé. Alors que sur le terrain, ça crée plus d'impact, vous voyez un peu, ça crée plus d'envie, n'est-ce pas, de travailler pour le bien-être, n'est-ce pas, de l'Afrique et surtout de ces pays sahéliens-là. Donc, vous voyez que ça aurait une très grande portée si les médias panafricains sont impliqués dans la communication de ces différents États-là qui sont justement dans la bataille de lutte contre le djihadisme et le terrorisme. Et à présent, face à ce qu'on a cité tout à l'heure, des formations, parce que depuis nous parlons des informations, rupture diplomatique et blocage financier, peut-on dire sans embâche, André-Christelle Fanga, que le Mali et le Burkina Faso sont actuellement victimes de pression du fait de la présence de ces militaires à la tête du pouvoir, des militaires auxquels on a souvent prêté le vœu, l'envie et le désir de vouloir, je vais le dire, libérer les pays, rendre ces pays souverains. Je rappelle que le Danemark, je le disais tout à l'heure, a décidé depuis ce 26 août 2024 de fermer ses ambassades dans les deux différents pays susmentionnés. Madame, le Danemark pèse quoi dans l'échiquier mondial ? On dit souvent que chaque pays vaut quelque chose. Sur le plan diplomatique, dans les relations internationales, il n'y a pas de petites nations et de grandes nations. D'accord. Mais dans les enjeux actuels, aujourd'hui, que le Mali, le Burkina Faso, n'est-ce pas, est engagé, je ne vois pas en quoi le Danemark peut être quelque chose, une entorse, n'est-ce pas, au Mali et au Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que vous comprenez le rôle des médias, parce que le construit de ces médias occidentaux nous ont amené à croire que des pays comme le Danemark sont de très grands pays. Et jusqu'à ils apportent même des militaires, ils sont dans les contingents comme Barkhane et tout le reste là pour venir aider, n'est-ce pas, les pays africains. Alors que nous avons des capacités extrêmement importantes dans nos différents États pour justement répondre valablement. Parce qu'aujourd'hui, regardez la souffrance de la France aujourd'hui en matière économique. La souffrance de la France, c'est parce que justement, les trois pays de l'AES, de cette confédération, ont décidé de ne plus coopérer avec la France.
sur certains points. Ils ont encore des coopérations, je ne sais pas, sur certains, mais actuellement, la France est en souffrance. Vous voyez que le Mali, par exemple, aujourd'hui, qui décide de raffiner son or ou bien de commencer à vendre son or soi-même, la France a dégringolé du classement de 5e producteur d'or mondial. Il est déjà peut-être à 14e. Et ça va encore descendre. Le Niger, par exemple, en décidant, par exemple, de ne plus vendre son... En fait, en rompant le contrat, n'est-ce pas, d'Orano, en suspendant pour un temps le contrat de Orano. Orano est l'entreprise qui exploite l'uranium, n'est-ce pas, du Niger. Les centrales nucléaires en France ont commencé à avoir des problèmes. La France a commencé à avoir des problèmes énergétiques. Vous voyez que les pays dont on dit qu'ils ne valent rien. D'ailleurs, il y a au Cameroun, on nous a appelé à une certaine époque, période de 2006 jusqu'à peut-être 2007, PPTE, pays PPTE, pays pauvres, très endettés. Et c'est comme ça le narratif. Le Niger, par exemple, était dans le dernier classement des pays les plus pauvres du monde. Comment est-ce possible, un pays qui est grand producteur d'uranium, n'est-ce pas, mais se retrouve avant-dernier dans le monde. D'ailleurs même, vous voyez que c'est des construits, c'est des narratifs, n'est-ce pas, pour nous faire croire que non. L'argent, ce n'est pas, ou bien le développement chez nous, c'est quelque chose d'arbitraire. Alors que c'est les gens qui nous maintiennent dans le sous-développement. C'est les gens qui nous maintiennent dans la médiocrité. C'est les gens qui nous maintiennent dans l'esclavage. Moderne, hein? On ne nous dirait jamais que non, parce qu'on a dit non, il y a eu l'abolition de l'esclavage depuis longtemps, alors que donc il n'y a plus d'esclavage, alors que nous sommes dans l'esclavage moderne. Parce que quand une entreprise comme Orano peut exploiter l'uranium au Niger, et il n'y a même pas de points d'eau, il n'y a même pas de l'électricité au Niger. Le Nigeria est obligé, en train de vouloir couper l'énergie, n'est-ce pas, au Niger et avec certains pays, pour justement punir ces pays-là de vouloir faire de faire cette révolution-là. Donc, vous comprenez que le Danemark, véritablement, s'il faut parler de pays, n'est-ce pas, qui pèse, qui peut créer une très grande influence, n'est-ce pas, au niveau de ces deux pays-là, de manière diplomatique, c'est pas le Danemark. Si la France même, qui est mieux l'outil que le Danemark, ne s'en sort pas déjà avec, n'est-ce pas, le départ, n'est-ce pas, avec le chassement de la France sur les territoires, ce n'est pas le Danemark qui va fermer sa frontière, qui va influencer, n'est-ce pas, le Mali ou bien le Faso. Donc, quand je rappelle tous ces différents éléments pour dire que les rapports diplomatiques entre ces différents États-là, ça n'a aucune incidence. Ça n'a aucune incidence sur le vécu ou bien la marche, n'est-ce pas, du Mali actuellement. Parce que le Mali peut se faire à d'autres partenaires plus fiables, n'est-ce pas, pour son développement ou bien pour son avenir, pour sa véritable souveraineté. Donc, c'est quelque chose, c'est des moyens de pression nuls. C'est un pays de l'OTAN, c'est normal. Les pays de l'OTAN sont en guerre contre les pays de l'AES. Et ça, nous savons tous que nous sommes en guerre contre, n'est-ce pas, l'OTAN. Et donc, il faut véritablement que nous travaillions pour que nos pays soient aguerris et que nous soyons davantage prêts pour cette guerre de haute intensité. Vous vous rappelez de qui je parle maintenant ? De Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, président, n'est-ce pas, de la République du Faso, qui nous a dit que nous sommes prêts, nous devons être prêts, n'est-ce pas, pour la guerre de haute intensité. Et cette guerre de haute intensité ne concerne pas seulement un seul secteur. C'est pour ça que vous parlez, n'est-ce pas, de pression. C'est pour ça que vous parlez, n'est-ce pas, de ces différents, n'est-ce pas, artifices utilisés pour justement nuire à ces États-là qui ont décidé d'avoir leur souveraineté. Et donc, le Mali, le Burkina Faso, le Niger vont subir tout genre d'attaques. On a parlé des attaques médiatiques, c'est-à-dire la désinformation. Aujourd'hui, maintenant, c'est une guerre, n'est-ce pas, diplomatique, qui entre encore dans une guerre de communication. Parce qu'en suspendant, quand le Danemark suspend, n'est-ce pas, sa collaboration diplomatique, en fermant ses ambassades, n'est-ce pas, c'est une guerre de communication. En fait, c'est pour faire croire que non, vous êtes devenu un pays persona non grata dans le monde. C'est-à-dire des pays sérieux comme le Danemark, vraiment, ne veulent plus coopérer avec vous parce qu'il y a une junte militaire au pouvoir. Ah, ça fait combien d'années que cette junte, soi-disant, j'utilise même bien leur narratif, n'est-ce pas, cette junte militaire au pouvoir, ça fait combien de temps Assimi Goïta était au pouvoir?
Ça fait combien de temps, n'est-ce pas, Ibrahim Traoré est au pouvoir? Ça fait déjà 2 ans pour Ibrahim Traoré. Je crois 3 ans déjà ou 4 ans pour Assimi Goïta. Vous voyez 3 ans pour le Mali. 3 ans pour le Mali. Donc, vous voyez que c'est un peu tardif. Mais comme il faut toujours trouver un élément nouveau, il faut toujours trouver un élément de pression pour justement mettre en mal, n'est-ce pas, ces différents États. Alors, on utilise les paravents comme les pays comme le Danemark. C'est comme on a utilisé aussi les soi-disant djihadistes terroristes, formateurs de djihadistes terroristes venus d'Ukraine pour commettre des attaques. Mais je vous le répète et je vous le dis, l'Ukraine n'a pas de soldats, n'a pas de mercenaires sur le territoire africain. Parce que l'Ukraine lui-même n'a plus assez de soldats dans son propre territoire pour défendre son propre pays. Ils sont obligés de recruter des vieux et des plus jeunes pour justement essayer, n'est-ce pas, de défendre le territoire. Donc, ce n'est pas des mercenaires qu'ils vont envoyer sur le territoire africain pour venir former les djihadistes terroristes pour commettre des attaques. Je vous répète que c'est des soldats américains, français, en fait européens, n'est-ce pas, qui sont à la manœuvre justement pour déstabiliser les États, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Sachant que la plupart des soldats qui étaient dans le Sahel, que ce soit les soldats américains, qui était à la base d'Agadez, l'une des bases les plus importantes de drones d'Agadez, américains, les soldats qui étaient à Niamey, n'est-ce pas, américains qui étaient à Niamey, les soldats français de la force Barkhane Serval et ceux qui étaient dans les bases militaires au Niger, n'est-ce pas, ne sont pas tous partis. Vous imaginez, la force Barkhane seule avait près de 8000 hommes. Mais lors de leur chassement au niveau du Mali, ils sont descendus au Niger sous la gouvernance de Bazoum. Et on dit que on nous a dit, quand vous avez près de 8000 hommes, tous ne sont pas rentrés. D'ailleurs, les soldats français qu'on chasse au Niger, c'est 1500 qui ont quitté le Niger pour le Tchad, avant de s'envoler, ou s'ils sont partis ou ils ne sont pas partis. On ne sait pas. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez qu'il y a une divagation des soldats français, américains, en fait, du club otanien. Sur le Sahel, et c'est eux qui sont à la manœuvre justement pour créer, n'est-ce pas, ces attaques terroristes. Parce que pour que vous attaquiez le Mali dans cette zone avec les drones, ou bien avec une haute précision comme ces attaques de la dernière fois, oui, il faut que vous ayez des drones sophistiqués. Et ces drones ne pouvaient que venir de la base américaine. Je vous le dis avec assurance que c'est les États-Unis qui ont orchestré, n'est-ce pas, cette attaque au nord du Mali. Ça ne vient pas de l'Algérie. Vous voyez un peu? Parce que prendre par surprise les instructeurs russes, prendre par surprise les soldats, n'est-ce pas, maliens, vraiment c'est trop gros. C'est trop gros et que c'est les services secrets, les mercenaires ukrainiens qui ont fourni les informations pour... Ben attends, ils ont quel matériel sur le terrain? Ils ont quel drone sur le terrain? En dehors des drones français et des drones américains qui se baladent un peu de partout là dans le Sahel. Donc, véritablement que nous devons, nous les Africains, nous, surtout les États de l'Est, de redoubler de vigilance parce que cette pression-là va aller crescendo. Ça va s'augmenter. La pression va s'augmenter. On va trouver tous les paravents, tous les moyens, tous les artifices, tous les différents éléments pour justement mettre ces États-là en mal. Parce qu'il ne faut pas l'effet de contagion. Parce que c'est la plus grande crainte de l'OTAN. C'est l'effet de contagion, l'effet domino. Que chacun, n'est-ce pas, ait sa part de points. Vous savez que chaque point partie du domino a son point. Il n'y a pas de point zéro dans le domino. Donc, l'effet de contagion. C'est-à-dire, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 6. Donc, il faut véritablement que ces gens-là fassent tout pour éteindre les... Donc, cet engouement-là, cette envie, ce désir, n'est-ce pas, cet engagement-là à devenir des véritables États souverains, il faut les stopper net et utiliser tous les éléments nécessaires pour cela.
On rappelle aussi, André Christelle Fanga, qu'il y a de cela quelque temps, c'était la Suède qui décidait, n'est-ce pas, de répondre par la rupture diplomatique au Mali à cause de cette vidéo qui avait été publiée justement depuis le Sénégal, de l'ambassade qui donnait à croire justement à ce soutien au terrorisme international. Aujourd'hui, le Danemark suit son voisin, on va le dire ainsi. Ceci, vous le disiez tout à l'heure, dans le but de démontrer que les pays comme le Mali, le Burkina Faso sont donc des pays parias, alors que des pays sérieux comme le Danemark ne sauraient continuer de coopérer avec eux au vu du pouvoir qui y est installé. En tout cas, c'était donc une façon d'analyser la situation de ce côté. Mais en attendant, André Christelle Fanga, le Mali, le Burkina Faso, si plusieurs autres pays continuent dans la même lancée, pourront-ils, avec assurance, dire qu'ils renforcent ensemble cette confédération de l'AES et resserrer les liens avec des pays africains qui peut-être pas, qui n'appartiendront pas forcément à l'AES, mais qui pourront coopérer ensemble. Ça, c'est la deuxième question à laquelle je voudrais que vous puissiez répondre. Maintenant, je voudrais également votre regard avant tout sur la décision d'ouvrir de nouvelles ambassades, par exemple du Danemark, dans des pays africains. Alors, suivons ensemble le choix de ces pays africains. Il y a en pôle position le Sénégal, il y a également le Rwanda et puis la Tunisie. Vous voyez que c'est des pays qui sont un peu pro-Occident, pro du club otanien. C'est pour ça qu'on les choisit, n'est-ce pas? Le Danemark estime que ces pays respectent et suivent la logique et la politique extérieure de leur pays. Ben, écoutez, c'est les démocrates, n'est-ce pas? C'est la démocratie. D'ailleurs, le président Kagame vient d'être élu à 99, les scores soviétiques, quoi, à l'époque, où il n'y avait pas de concurrent. Vous voyez un peu, là, ça ne dérange personne. Vous voyez un peu des scores comme ça ne dérange personne. C'est le Rwanda. La Tunisie, qui est aussi un peu dans cette logique-là. Le Sénégal vient d'élire un président. Donc, ils respectent le système démocratique, selon eux. Et vous savez que moi, je ne suis pas un croyant de la démocratie. Parce que la démocratie n'est pas véritablement la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Selon la définition, n'est-ce pas? C'est Abraham Lincoln qui nous le disait. C'est Thomas Edison Roosevelt qui nous disait cela pour dire que les États-Unis sont des États démocratiques. C'est-à-dire c'est le peuple qui gouverne au travers de leurs dirigeants. Alors, posons-nous simplement la question. Quand vous dites que vous choisissez ces pays-là parce qu'ils respectent la logique, n'est-ce pas, démocratique, selon vous. Mais écoutez, un peuple qui décide de prendre sa souveraineté en main, c'est-à-dire le Mali, par exemple, le Burkina Faso, par exemple, le Niger, par exemple, c'est-à-dire le peuple décide de dire, OK, nous ne voulons plus de tel dirigeant, nous le déposons. Et nous disons, nous soutenons tel maintenant, que ce soit les militaires qui sont au pouvoir. Je voudrais rappeler que la France a fait 14 ans de gouvernance de monsieur le général de Gaulle. N'est-ce pas? Si la France a fait 14 ans de gouvernance du général de Gaulle et ça n'a pas causé problème. D'ailleurs, même c'était un gouvernement de transition pendant 14 ans avant de muter maintenant, de devenir un homme politique. Vous voyez un peu? Un général a gouverné la France. Donc, pour simplement dire que ces États qui veulent donner des leçons aux pays africains ne sont pas de bons exemples. Ça, c'est clair. Donc, tant pis pour eux, pour ceux qui croient qu'ils aillent ouvrir leurs ambassades là-bas, ça leur regarde, ça n'a aucune incidence sur le Mali, sur le Burkina Faso et tout le reste. D'ailleurs, qu'aujourd'hui, et là, je reviens sur votre question que vous avez posée sur la coopération avec les autres États africains, si possible. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ouvre les ponts aériens. Les ponts aériens, quand je parle de ponts aériens, par exemple, nous avons vu un très bon pont aérien entre le Cameroun et la RCA, n'est-ce pas? Un pont aérien, c'est-à-dire la plupart des personnes qui étaient en difficulté lorsque la RCA était en guerre, les anti-Balaka Sédeka. On a vu comment
n'est-ce pas, l'État camerounais, n'est-ce pas, a permis, sous la gouvernance de M. Betty Assommo, au ministre de la Défense aujourd'hui, à l'époque, je crois, il était gouverneur de la région du littoral, qui a servi justement de pont aérien de façon que les Camerounais qui étaient là-bas gagnaient le pays le plus facilement possible à travers de ce pont aérien. C'est-à-dire quoi, quand je parle du pont aérien, c'est-à-dire on peut créer des coopérations, n'est-ce pas, au travers de ces ponts aériens. On ouvre, par exemple, les voies aériennes, n'est-ce pas, des pays de l'AES avec ceux de l'Afrique. Il y a une coopération, par exemple, avec le Cameroun et le Mali, je crois toujours, qui dispense, n'est-ce pas, de visa. Où Maliens se sent Camerounais, Camerounais se sent Maliens. À l'époque, je crois, c'était à l'époque d'Aïdjo. Je ne sais pas si cette convention existe encore ou bien si elle a été modifiée. Vous voyez qu'on peut ouvrir des ponts comme ça, n'est-ce pas, qui peut permettre, n'est-ce pas, de renforcer, n'est-ce pas, la souveraineté, l'engagement des pays de l'AES et pour justement construire, pour être ce contrepoids. Et je pense que l'un des brillants panélistes que vous avez sur votre chaîne, M. Parfendom, le doyen, aime parler souvent de l'unité politique. Je pense qu'à partir de l'AES, c'est comme un noyau qui peut produire, n'est-ce pas, un très grand baobab. Un très grand baobab qui peut devenir cette Afrique unie que nous voulons demain. C'est-à-dire que la plupart des États, n'est-ce pas, qui comprennent les enjeux du combat de l'AES, doivent justement se joindre à eux pour justement créer, même si on ne devient pas membre de la Confédération, mais on devient, n'est-ce pas, des partenaires, n'est-ce pas, économiques, des partenaires, n'est-ce pas, sur plusieurs ordres, pour justement davantage fluidifier, n'est-ce pas, les relations entre les États de l'AES et certains États africains. Et là, ça va permettre de densifier l'économie, ça va permettre de densifier, n'est-ce pas, la coopération nationale et internationale de ces différents États-là et des échanges, n'est-ce pas, qui vont permettre que ces pays-là soient consolidés et que les problèmes, les pressions, les petites pressions, n'est-ce pas, de ces Otaniens-là ne puissent pas affaiblir, n'est-ce pas, les États de l'AES. Merci André Christelle Fanga. Des petites pressions, comme vous dites, eh bien, c'est des ruptures d'aide publique au développement, par exemple, rupture des subventions également, rupture des prêts, il faut le préciser. Banque mondiale, Fonds monétaire international, la France, Belgique et autres pays occidentaux avaient déjà décidé, n'est-ce pas, de rompre leur aide avec en pole position comme excuse la présence des militaires qui rend hostile le secteur commercial avec les pays susmentionnés et puis les organisations également, comme on dit souvent, les organisations de Bretton Woods. André Christelle Fanga, nous voulons mettre en avant cette coopération avec les pays africains. Nous voulons donc mettre en avant, comme on le dit habituellement, la coopération sud-sud, mais il reste que les États voisins, par exemple, ne sont pas des États avec lesquels l'amitié est au beau fixe. Ce sont des États avec lesquels les relations sont assez froides en ce moment, pour ne citer que la Côte d'Ivoire, par exemple, le Bénin. Avec le Togo, on voit plutôt un rapprochement, mais est-ce que cela est suffisant, André Christelle Fanga, pour refermer les brèches qui s'ouvrent finalement sur le plan diplomatique à l'échelle mondiale? Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'attendre à, quand vous menez une bataille, à tout genre de répression, à tout genre de complicité contre vous. Et je pense que les États de l'AES l'ont bien compris, parce que pour arriver à ce niveau, n'est-ce pas, d'engagement, il faut s'attendre aux représailles, aux pressions, et même parfois même à l'interne. Heureusement que ces différents États ont eu le temps, d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut davantage apprécier vos médias, qui ont travaillé, n'est-ce pas, pour construire une conscience, n'est-ce pas, africaine et peut-être même nationale, c'est-à-dire une conscience panafricaine, pour qu'on comprenne l'urgence, n'est-ce pas, des enjeux de nos différents États. Et donc, aujourd'hui, ces enjeux-là ayant été compris par les populations, par une majorité des populations, aujourd'hui, les pressions internes ne peuvent plus marcher. Okay. Vous savez que hier, c'était qu'on organisait quelques organisations de la société civile là, on appelait Amnesty International, on appelait Human Rights Watch, on appelait
c'est Crisis Group ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont leurs organisations là. Allez, on organise des marches et c'est filmé, c'est relayé par France 24, c'est relayé par RFI, c'est relayé et le dirigeant tombait. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire aujourd'hui. Les gens se réunissent pour dire à bas la France, à bas France 24, à bas RFI. Donc, vous voyez qu'il y a eu à bas le FMI, à bas la Banque mondiale, à bas l'OMS et toutes ces organisations-là. Donc, c'est eux plutôt maintenant qui sont en difficulté à partir, n'est-ce pas, de la vraie gouvernance, à partir de la vraie démocratie, c'est-à-dire le peuple. Parce que c'est le peuple qui détient le pouvoir. Donc, la vraie démocratie se trouve entre les mains du peuple. Et donc, quand le peuple a compris ces enjeux-là, alors les choses sont différentes. Et c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Et donc, nous qui avons construit, n'est-ce pas, cette conscience nationale-là, ou bien panafricaine-là, aujourd'hui, fait que les pressions internes ne peuvent plus marcher. Maintenant, il reste les pressions externes. Les pressions externes, c'est-à-dire, on peut utiliser les voisins. On peut utiliser les chiens de l'impérialisme, les chiens couchants de l'impérialisme, comme celui de Côte d'Ivoire. On peut utiliser celui du Togo. On peut utiliser, n'est-ce pas, c'est Larbin, n'est-ce pas? On peut utiliser, n'est-ce pas, ces nègres, n'est-ce pas? Ou bien c'est de salon, ou bien ces nègres de salon qui pensent que parce qu'ils chuchotent à l'oreille du maître, ou bien parce que quand le maître finit de boire la tasse de thé, il vide le fond, il croit qu'il est déjà aussi à la table des grands. Alors que il reste esclave. Il reste esclave de maison, esclave de salon. Donc, il n'est pas libre. Et donc, ce sont ces esclaves de maison-là qui sont utilisés justement pour combattre, n'est-ce pas, ceux qui ont décidé d'avoir leur liberté. Ces esclaves qui ont décidé de s'affranchir de la colonisation, de l'impérialisme, du capitalisme. Alors, ils vont travailler pour justement essayer d'affaiblir, n'est-ce pas, ceux qui veulent leur souveraineté, leur liberté. Donc, ça, c'est pour le cas des pays voisins. Donc, au niveau international, les gens n'accepteront pas, les pays otaniens, capitalistes, n'est-ce pas, ne veulent pas perdre leur poids. Je vous ai expliqué ce qui est en train d'arriver à la France aujourd'hui. La France est en train de dégringoler. La France est dans toutes les difficultés aujourd'hui. Donc, il faut qu'elle se rattrape et elle va tout mettre en œuvre pour essayer de se rattraper. Les États-Unis sont en train de dégringoler. En fait, tous les pays de l'OTAN qui avaient une même mise, n'est-ce pas, sur les pays du Sahel sont en train de dégringoler face, n'est-ce pas, à cet engagement, n'est-ce pas, des peuples sahéliens pour leur souveraineté. Donc, vous voyez que ces attaques vont davantage se multiplier, mais il faut de la résilience, il faut de la résistance, il faut des hommes et des femmes, et d'ailleurs, aucun combat n'a jamais été facile. Et c'est pour ça que nous devons davantage préparer les peuples africains à cette guerre de haute intensité, parce qu'il y aura un moment donné où il faudra rester des jours affamés. Il faudra arrêter, et c'est pour ça que j'interpelle toujours mes frères du Congo. Mais arrêtez de danser, arrêtez de faire la sapologie. Alors que les gens sont en train de mourir à l'est du Congo. Vous pouvez vous décider un des 4 matins, 2 millions de Congolais se lèvent un matin. Et disent, nous allons maintenant libérer notre pays. Que M. Tshisekedi le veuille ou ne veuille pas, on va libérer notre pays. Parce que on commence à comprendre que c'est un peu de l'incompétence de la part de Tshisekedi. Où il ne fait que de très beaux discours, alors qu'aujourd'hui on doit passer à l'acte. C'est un très bon discours. C'est l'accusation de l'autre. Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est plus à cette période-là où on doit accuser l'autre, que c'est à cause de tel que l'on est comme ça. Donc, nous devons prendre des engagements. Nous devons nous décider justement à aller au front de cette bataille-là pour notre souveraineté et notre liberté. Et donc, ces pressions des pays voisins, ces fissures-là, ça va s'agrandir, ces fissures-là. Il y aura de l'écart. Mais un matin, quand la bataille ou bien la guerre sera gagnée, alors nous allons reconstruire, parce que ce qui est sûr, l'effet domino, l'effet contagion va contaminer aussi la Côte d'Ivoire, va contaminer le Sénégal, va contaminer le Togo, va contaminer le Bénin, va contaminer ces différents États-là, et l'Afrique véritablement va sortir, n'est-ce pas, des mains de l'impérialisme-là, qui justement voulait véritablement voir l'Afrique, n'est-ce pas, en petits morceaux,
pour bien se faire bouffer. Vous savez que quand la viande elle est assez costaud, il faut avoir aussi un couteau hyper tranchant. Alors quand il est en petits morceaux, c'est facile de déguster. Et cette Afrique-là, qui est en petits morceaux, était une proie très facile pour l'Occident. Aujourd'hui que nous sommes en train de nous ressouder. Mine de rien, même si ce n'est pas encore... Vous savez, les États, les frontières coloniales sont encore là, servent encore de barrières. Les frontières spirituelles même servent encore de barrières. Les frontières, n'est-ce pas, culturelles servent encore de barrières. Tous les frontières monétaires servent encore de barrières, surtout cette monnaie de singe, n'est-ce pas, sert encore de barrière. Alors qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, une Afrique unie. Nous sommes déjà en train de construire cette Afrique-là parce que partout dans le monde aujourd'hui, on parle panafricanisme. On parle, n'est-ce pas, de l'Afrique unie. On parle de l'Afrique, n'est-ce pas. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on n'aime pas trop les États-Unis d'Afrique parce que c'est comme si c'est du copier-coller. Nous avons une originalité, c'est-à-dire notre Afrique, nous pouvons créer quelque chose, n'est-ce pas, qui est d'unique dans le monde et qui va justement permettre à cette Afrique-là de devenir ce qu'elle a longtemps été, n'est-ce pas, ce continent fort, puissant, ou bien cet État fort et puissant. Merci André Christelle Fanga. Et c'est d'ailleurs avec ces propos que nous allons mettre fin à cette émission Regard panafricain. Oui, le temps passe très vite. André Christelle Fanga, vous aviez encore quelque chose à dire par rapport à ce sujet? Allez-y, nous parlons donc de cette désinformation, des blocages financiers, mais aussi du chantage, des ruptures diplomatiques. Le Mali et le Burkina Faso sont-ils face à des pressions venues d'ailleurs? Un mot de fin peut-être sur cette question, André Christelle? Je voulais aborder la question sur le FMI, Banque mondiale et les financements. On n'oublie pas la Goa aussi. L'aide au développement et machin et tout ça. Thomas Sankara avait posé la question, quel pays s'est développé avec de l'aide? Est-ce que ces États réellement nous aident? Ou bien avec l'emprunt? Ou bien les dettes? Aucun pays ne s'est développé avec cela. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que nous, les Africains, et que la plupart, n'est-ce pas, des grands économistes intellectuels qui récitent les cahiers. D'ailleurs, j'ai lu une très belle histoire sur le Cameroun. La plupart de nos parents, nos aïeux, nos grands-parents n'étaient pas de très grands intellectuels, mais qui ont produit de très grands professeurs, docteurs et tout le reste. Vous imaginez que le pays a été construit par des illettrés. Je dis bien le pays a été construit par des illettrés. Mais regardez où on a des professeurs au mètre carré. Des professeurs au mètre carré, le pays est plutôt en train de sombrer. Vous voyez un peu? Alors que nous avons vu des gens qui faisaient leur COMEX. Effectivement. Et ils ont construit le pays. Ils ont construit des familles. Ils ont construit des grands docteurs, des grands professeurs d'université, des grands avocats. Ils ont construit des grands. Et c'est ça. Et aujourd'hui, nous savons tous que le FMI et la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, l'aide au développement et tout le reste là, n'ont jamais apporté. Et d'ailleurs, même, c'est des instruments qui ont été mis en place pour justement freiner le développement de l'Afrique. Je vous ai toujours pris, par exemple, le barrage Inga en RDC du Congo. C'est un barrage qui est capable d'alimenter toute l'Afrique, n'est-ce pas, en matière énergétique. C'est-à-dire, si la Banque mondiale veut aider l'Afrique, c'est simplement en mettant le barrage Inga en action, n'est-ce pas? Il y a le Inga 1, Inga 2, n'est-ce pas? Jumelé, c'est terminé. L'Afrique sort de l'obscurité. Si on décide simplement d'exploiter l'uranium seulement du Niger pour justement créer des centrales nucléaires sur tout le territoire africain, vous voyez que l'Afrique aura des centrales nucléaires. Je dis bien seulement pour le Niger, aura des centrales nucléaires qui vont produire de l'énergie, qui vont produire, n'est-ce pas, de l'énergie atomique, n'est-ce pas, pour créer nos bombes atomiques ou bien tous les bombes. Surtout que moi, je ne suis pas trop fan de la fabrication des armes parce que pour moi, ceux qui sont des fabricants d'armes, n'est-ce pas, fabriquent des instruments de la mort. Donc, ce ne sont pas des instruments de vie. Alors qu'on peut créer plus d'infrastructures, n'est-ce pas? On peut créer, n'est-ce pas, des infrastructures pour la vie, au lieu d'investir autant de moyens pour la mort. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec tous ces différents éléments-là, nous pouvons véritablement, n'est-ce pas, nous débattre, nous séparer de ces institutions-là et créer nos propres institutions. D'ailleurs, on a un cadavre dans nos placards, le colonel Mohamed Kadhafi, le guide libyen, le jour qu'il a décidé de créer le Fonds monétaire africain.
et on a signé son arrêt de mort. Le jour qu'il a décidé de créer le satellite Rascom, on a signé son arrêt de mort. Le jour qu'il a décidé, n'est-ce pas, de créer la banque africaine, je crois que c'était la banque africaine, n'est-ce pas, c'était son arrêt de mort. Où on a décidé de créer, n'est-ce pas, des institutions africaines fortes, n'est-ce pas, qui vont permettre l'unité de l'Afrique, alors c'était son arrêt de mort. Donc, véritablement, il faut qu'on travaille pour l'émancipation, que ça soit économique, que ça soit militaire, que ça soit, n'est-ce pas, culturel de notre Afrique, et tout ça en unité. Parce que si un seul instant, un seul pays décide de sortir, n'est-ce pas, du franc CFA, ça sera un échec. Alors que si nous sortons, par exemple, du franc CFA en masse, si nous décidons de ne plus véritablement obéir au FMI, à la Banque mondiale, d'ailleurs qu'aucun des financements Banque mondiale, FMI n'a jamais développé, c'est des instruments justement de colonisation, alors nous allons toujours nous plaindre, nous allons toujours rester dans le sous-développement. Donc, véritablement, prenons de bonnes décisions, faisons et mettons le bon exemple, comme l'AES est en train de faire aujourd'hui, et que, véritablement, n'est-ce pas, eux-mêmes, ils sont actuellement utilisateurs du franc CFA, qui sortent du franc CFA et créent leur propre monnaie pour que, justement, n'est-ce pas, ils puissent décoller dans leur économie et peut-être financer leur propre projet. Et sachez, je voudrais vous rappeler que l'économie du Burkinabé se porte très bien. Il y a eu des financements avec État propre. Il y a de l'agriculture qui est en train d'être faite. Le matériel militaire est acheté avec l'argent, n'est-ce pas, de l'État burkinabé, sans prêt, sans aide au développement et tout le reste là. Donc, je pense que nos pays peuvent s'en sortir sans l'aide au développement. C'est la paresse. En fait, c'est un système qui a été créé pour justement nous appauvrir. Parce qu'après, cet argent est récupéré par vous appelez ça quoi, le trésor français, au travers, n'est-ce pas, de cet argent qu'on dépose là-bas sur... j'ai oublié comment on appelle ça en économie. Bon, c'est enfin. Merci André-Christelle Fanga, je vous l'aurais bien rappelé, mais nous n'avons plus assez de temps. Alors, à très bientôt sur For You Radio. Merci pour votre intervention encore et votre sacrifice. Merci de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. On remercie également Kelly qui était à la mise en œuvre de ce programme, tous ceux qui nous ont écoutés, n'est-ce pas, durant cette émission, et on leur donne rendez-vous lundi prochain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, n'est-ce pas, dans quelques heures seulement sur For You Radio. L'information et les programmes se poursuivent. À très bientôt à tous.